Salut, je vais vous présenter avec ce petit diaporama le thème 43 sur le théâtre au XVIIe siècle. Alors, je vous ai mis ici le plan que je vais suivre. Donc, nous verrons tout d'abord quels sont les principaux mouvements littéraires qui ont jalonné ce siècle, c'est-à-dire le baroque et le classicisme. Nous en verrons les grandes différences. Puis, nous verrons tout le contexte politique, économique, social de l'époque, parce que le contexte a toujours une influence sur les mouvements qui se déplacent, les mouvements littéraires qui se mettent en place, ou culturels qui se mettent en place. Donc il est important de connaître le contexte du siècle. Nous verrons ensuite les différents théâtres qu'il pouvait y avoir sur le territoire français. Nous verrons également les conditions dans lesquelles les acteurs jouaient et représentaient leurs pièces. Et ensuite, nous insisterons sur trois auteurs principaux. Molière, dans un premier temps, qui n'a fait, pour ainsi dire, que de la comédie. Et les auteurs tragiques, les tragédies classiques, qui sont représentées par Pierre Corneille et Jean Racine. Nous verrons tout d'abord, avant de parler de Corneille et de Racine, quelles sont les caractéristiques de la tragédie, et notamment les règles qui ont été imposées par le classicisme. Et pour finir, je vous rappellerai rapidement que le XVIIe siècle, ce n'est pas uniquement le théâtre, mais c'est également le roman, c'est également les essais, et nous verrons rapidement quelques auteurs et styles littéraires du XVIIe siècle. Donc, voilà pour le plan. Alors, je vous l'ai dit, le XVIIe siècle, c'est surtout trois auteurs. Pierre Corneille, qui est né le premier chronologiquement, qui naît le premier, 1606, même s'il n'est pas mort le dernier. Molière est mort assez jeune. Pierre Corneille, il a la caractéristique d'avoir connu, on va dire, ou d'avoir écrit ses pièces dans les deux périodes culturelles, c'est-à-dire le baroque et le classicisme. Et c'est la querelle, ce qu'on appelle la querelle du Cid, puisqu'il a écrit le Cid en 1636, qui provoquera ce basculement, on va dire, du baroque vers le classicisme. On en reparlera tout à l'heure. Molière, il a écrit presque que des comédies. On connaît le Misanthrope, on connaît l'Avare, on connaît etc., etc. Même si ce sont parfois des comédies un peu tragiques, notamment on peut parler de Don Juan, qui est particulièrement tragique, puisque Don Juan meurt à la fin, même si, entre parenthèses, il le mérite. Jean Racine, enfin, qui, lui, écrira que des tragédies classiques. Nous verrons les grandes différences entre Racine et Corneille tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit, deux mouvements littéraires au cours de ce siècle. Le premier, le baroque, commence au XVIe siècle, finit rapidement, donc en 1636, on va dire, c'est un peu la fin du baroque, parce que donc il y a cette querelle du Cid qui provoque un bouleversement dans la manière d'entrevoir une pièce de théâtre, et des règles seront à partir de ce moment-là imposées, et notamment les règles classiques, nous en reparlerons également. Le baroque, lui, ne respectait aucune règle. Dans le théâtre, le style principal, c'était la tragicomédie, mais également la pastorale dramatique. Le classicisme, lui, au contraire, répond à de nombreuses règles. Nous verrons quelles sont ces règles. Les maîtres mots du classicisme, c'est ordre, clarté, mesure. Les principaux auteurs sont donc Molière, Racine et Corneille. Je vous l'ai dit, on ne peut pas parler de mouvement culturel ou de mouvement littéraire sans parler du contexte dans lequel il se développe, parce qu'il se développe justement parce qu'ils naissent dans un contexte politique, social, économique particulier. Alors, au cours de ce XVIIe siècle, deux rois se succèdent. Alors, on peut dire trois, puisque Henri IV meurt assassiné en 1610, mais donc Louis XIII règne de 1610 à 1643. Il commence à instaurer, à mettre en place l'absolutisme,
mais l'absolutisme, c'est surtout son successeur, Louis XIV, qui le mettra en place. Donc Louis XIV, qui, à la mort de son père, Louis XIII, est très jeune, il a 5 ans, mais il connaîtra le règne le plus long de l'histoire de France, puisqu'il va régner pendant 72 ans. Mais comme je vous l'ai dit, il a 5 ans en 1643, donc il ne prendra réellement le pouvoir personnellement qu'en 1661, à la mort de Mazarin. Pendant toute cette période de 1643 à 1661, il y aura encore de l'instabilité puisqu'il y aura des guerres, un petit peu de nobles qui veulent prendre le pouvoir, donc on en reparlera également, mais donc en 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV remplit seul son rôle de roi. L'absolutisme triomphe réellement. Donc pendant la Régence, c'est surtout sa mère, Anne d'Autriche, qui a, on va dire, dirigé le pays avec l'appui du cardinal Mazarin. Le contexte économique. Donc on va surtout parler donc du règne de Louis XIV. Louis XIV s'entoure uniquement de 6 conseillers. Donc c'est très peu, comme si on disait 6 ministres actuellement. Actuellement en France, je crois que nous avons une vingtaine. Donc il s'entoure de très très peu de personnes. C'est lui qui dirige tout. On voit bien là son désir d'absolutisme. Il y a également un développement économique, notamment les grandes manufactures qui commencent à apparaître. Mais en même temps, la France s'ouvre vers l'extérieur, veut profiter des produits qui arrivent de l'extérieur, mais en même temps, il y a un système de protectionnisme des produits intérieurs. C'est-à-dire qu'il protège au maximum l'économie de son pays. Il y a de nombreuses guerres, par contre, au cours de ce siècle, qui vont épuiser les dépenses royales. Et à la fin du règne de Louis XIV, la France est totalement ruinée. Une ruine qui est accélérée, qui est accentuée par la décision de Louis XIV au niveau religieux d'imposer le catholicisme en France et donc de refuser le protestantisme qui s'était développé, qui avait été accepté par Henri IV, par l'édit de Nantes en 1598, mais un siècle plus tard, en 1685, Louis XIV révoque cet édit de Nantes et ça a des conséquences catastrophiques pour l'économie parce que la plupart des riches marchands français étaient protestants et ils vont fuir à l'étranger, notamment en Allemagne, et ça va ruiner totalement le pays. Alors, je vous ai mis un lien, je ne sais plus sur quoi je vous ai mis ce lien, je vous encourage à aller le voir, vous verrez. Je pense que ça doit être par rapport aux impôts, à la perception des impôts. Oui, c'est par rapport à la perception des impôts. C'est le passage d'un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Folie des Grandeurs, avec Louis de Funès et Yves Montand. Même si ça parle de l'Espagne, les conditions de perception des impôts étaient les mêmes en France à l'époque. Et vous verrez donc le seigneur, le ministre des Finances, qui va récupérer les impôts dans les villages. Et une phrase qu'il dit, c'est « les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, très pauvres ». Nous en reparlerons dans le contexte social juste après. Donc le contexte politique, Louis XIV soutient une politique expansionniste. Il a de nombreux chefs de guerre, sur terre comme sur mer, entre autres Turenne, Condé, Vauban. Vauban qui est connu, je vous ai mis la photo à côté, pour avoir développé le fort, et les forts, puisqu'il y en a plusieurs en mer, les forts de Saint-Malo. Il y a de nombreuses guerres, notamment contre les Habsbourg, également contre l'Angleterre pour le protéger, le commerce maritime. Il y a à l'intérieur même du pays une reprise des conflits religieux. Les jansénistes notamment sont interdits car jugés hérétiques. Et donc, comme je vous l'ai dit, à la mort du roi en 1715, le pays est ruiné, marqué notamment par les guerres et les pertes financières.
Le contexte social maintenant, donc 3 grands ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état, et même s'il y a de grandes différences à l'intérieur même des ordres, c'est-à-dire que la noblesse, tous les nobles ne sont pas extrêmement riches, tous les membres du clergé ne sont pas extrêmement riches, il y en a qui sont très pauvres, mais les nobles, pour résumer, font la guerre, possèdent les terres, et pour les plus riches, accèdent à la cour du roi, mais aucun d'entre eux ne travaille. Le clergé, lui, il est chargé de l'éducation, de l'enseignement, de l'assistance aux malades, de la tenue de l'état civil, de la fonction religieuse, évidemment, et de la justice, n'oublions pas, la Sainte Inquisition. Le tiers-état, quant à lui, il travaille et il paye les impôts. Il est le seul à payer les impôts, notamment la taille, la dîme, la gabelle, pardon. La gabelle, pour rappel, c'est une taxe sur le sel qui était extrêmement important à l'époque, puisque c'était le seul moyen qu'avaient les citoyens pour conserver les aliments. Puisque, évidemment, nous n'avions pas l'électricité, les frigos étaient inconnus et les congélateurs encore moins. Donc, le seul moyen de garder en état la viande, c'était de la saler, ou les poissons étaient de les saler. Donc, vous voyez bien une société extrêmement inégalitaire entre les ordres et à l'intérieur même des ordres. Une petite lettre qui a été envoyée par un citoyen au roi, c'est ce qu'on appelait des lettres de doléances, et on voit bien ici dans cette lettre quel était l'état de la France à cette époque-là. La France est toute désolée, il n'y a point de province qui ne souffre à l'extrémité. Paris et ses environs sont les plus maltraités. Tous les villages d'alentour sont entièrement déserts, et ceux qui restent d'habitants sont retirés dans les bois, les autres étant morts de faim ou assommés par les soldats. On a été contraint d'ouvrir l'hôpital Saint-Louis pour mettre les blessés qu'on apporte des armées, et qui se sont horriblement battus à Étampes. Donc tous les environs sont dans une destruction et une désolation incomparables, car tous les blés y sont perdus, les vignes arrachées, les villages brûlés. Le besoin de farine est si grand à Paris que le pain y vaut déjà, tout le plus noir, 10 sols la livre. Nous n'en avons plus que pour 5 jours. Nous avons du blé, mais on ne peut le faire moudre qu'avec une très grande peine, à cause des soldats qui volent les moulins. On peut donc imaginer dans quel état était le royaume à la fin du règne de Louis XIV. Voyons maintenant, beaucoup plus précisément, le théâtre. Il y a d'abord ce qu'on appelle le théâtre ambulant. Ce sont 5-6 comédiens qui se baladent de village en village dans des petites carrioles et qui, une fois arrivés dans le village, montent rapidement une petite scène, des petits tréteaux, et jouent les pièces devant le public. Molière lui-même a connu ce système de théâtre pendant 13 ans. À un moment, il s'est ruiné et pendant 13 ans, il a vécu, notamment avec Madeleine de Jars, sa femme, sa compagne. De cette manière-là, il a vécu ainsi pendant plus de 13 ans. Il y a ensuite les salles parisiennes qui sont souvent soutenues financièrement par l'État, par la royauté, mais également par les grands du royaume. Il y a 3 salles parisiennes principales, la troupe du roi, à partir de 1628, la troupe de l'hôtel du Marais, et la troupe de Monsieur qui était Philippe d'Orléans, le frère du roi. En 1680, il faut noter la création de la Comédie Française par Édith Royal, et elle obtient le monopole des représentations théâtrales. Un petit aparté quand même, vous m'entendez dire des dates de temps en temps, et il m'arrive de dire 1680 ou 1680. Les deux sont possibles, sachant que 1680 est un petit peu plus littéraire. Donc vous retrouverez de temps en temps certaines personnes parler comme ça, dire 1680 au lieu de 1680. Et nous avons ensuite le théâtre de la foire, qui sont installés avec des tréteaux au milieu des baraques, dans des salles de jeu. Et ce sont souvent des spectacles qui mélangent plusieurs genres. Ce n'est pas seulement du théâtre, ça peut être du cirque, des funambules, des mimes. Et le seul but, c'est de faire rire. Et je pense qu'à cette époque-là, ils en avaient bien besoin.
Alors, les conditions de représentation, ce n'est pas le théâtre comme on peut le connaître aujourd'hui. Il n'y avait pour la plupart du temps jamais de rideau. Donc, la magie du théâtre n'apparaissait pas, tout simplement parce que les décors étaient changés devant le public. Le public ne voyait pas d'une scène à l'autre, d'un acte à l'autre, les transformations soudaines. En fait, il voyait les gens apporter les nouveaux meubles, changer les rideaux, etc., etc. Donc, il n'y avait pas cette magie que l'on peut connaître actuellement. Et le public avait du mal à entrer dans le spectacle, à entrer dans le jeu des acteurs. Les décors, pareil, les décors et les costumes n'étaient pas du tout adaptés à la situation parce que les troupes manquaient de moyens. Donc, une scène antique pouvait être jouée avec des vêtements actuels ou vice-versa. Donc on pouvait très bien voir une scène de Molière du XVIIe siècle jouée avec des toges romaines ou grecques. Quant aux salles, elles étaient souvent très petites et souvent très profondes. La lumière manquait. Elles étaient souvent illuminées à la bougie, parce que forcément il n'y avait pas d'électricité. Donc imaginez des dizaines de bougies qui allument la scène, la fumée qui peut se dégager. Il y avait parfois un véritable brouillard. Il pouvait y avoir également de la musique en direct, un orchestre qui jouait, des bruitages un peu bizarres de temps en temps, mais souvent ce qui était la caractéristique des représentations théâtrales, c'était le bruit, parce que le public était extrêmement bruyant et les acteurs étaient obligés de crier. Et le public était souvent même irrespectueux, il se moquait des acteurs de manière très régulière. Alors, Molière, il a écrit une trentaine de scènes, de pièces de théâtre au cours de sa carrière, notamment donc beaucoup de comédies. Certaines ont fait polémique ou ont fait écho aux réalités. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut noter le rôle joué par la musique dans ces pièces, notamment ces comédies-ballets, ou dans les intermèdes de pièces telles que le bourgeois gentilhomme ou le malade imaginaire. 3 thèmes reviennent régulièrement dans ces pièces. La satire des mœurs. Mais attention, il se moque des mœurs de l'époque, mais sans jamais citer les personnes. C'est-à-dire qu'il prend souvent exemple sur les pièces d'Aristophane, mais Aristophane, lui, se moquait volontairement d'un personnage bien précis de la société de son époque. Molière, lui, ne s'attaque réellement directement à personne, parce que d'abord, il est soutenu par le roi, donc il ne peut pas se permettre de critiquer. Mais il critique les bourgeois, la bourgeoisie en général, les faux dévots, mais il ne s'attaque, comme je vous l'ai dit, jamais réellement, directement à la noblesse ou à la royauté qui le protégeait. Donc, premier, satire des mœurs. Deuxième, comique de gestes et de langage. Il utilise beaucoup le langage pour faire rire. Il utilise beaucoup les gestes des acteurs. Le jeu des acteurs est extrêmement important. Et il faut également noter le comique de caractère et de situation. La règle des règles, comme il dit, n'est-elle pas de plaire? On a critiqué beaucoup sa manière de faire, mais son but à lui, c'était de faire rire, tout simplement. Et c'est ce qu'il dit lui-même dans une de ses pièces, L'école des femmes. Passons maintenant à la tragédie. Alors, la tragédie classique retrouve les sources antiques. Donc, le lyrisme de chœur, les stichotimie, les tirades argumentatives, les monologues intérieurs, les péripéties violentes, les meurtres, les combats sont rejetés. Ils ont lieu à l'extérieur de la pièce, on les entend parfois par des bruitages, mais ils ne sont pas montrés parce que on doit respecter une certaine règle. La parole est le plus important dans la tragédie. Les sentiments sont exprimés par les paroles et non plus par l'action.
Les conflits amoureux sont exprimés par la parole. Les sentiments des personnages sont exprimés par la parole et non pas par les actes. Donc, Corneille et Racine ont ce point commun entre eux, c'est qu'ils utilisent le langage comme arme littéraire. Corneille, au départ, restera, comme je vous l'ai dit, un peu plus proche du baroque, parce qu'il s'accordera un peu plus de liberté, notamment au départ. Racine, quant à lui, mettra en scène des pièces plus sobres et plus épurées. Alors, je vous l'ai dit au départ, la tragédie classique doit respecter de nombreuses règles qui ont été mises en place suite à la querelle du Cid en 1636, parce que beaucoup ont critiqué la pièce de théâtre du Cid qui n'était pas respectueuse de ces règles-là et qui n'était pas particulièrement logique. Et donc Boileau, dans l'art poétique, en 1674, a imposé 3 règles d'unité, ce que l'on appelle l'unité d'action, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir qu'une action principale dans une pièce de théâtre. S'il y a d'autres actions, elles doivent être subordonnées à cette première action. Donc il n'y a qu'une seule intrigue. Unité de temps. La pièce de théâtre doit avoir lieu sur moins de 24 heures. On cherche à entretenir un petit peu l'illusion d'une coïncidence entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans la réalité. Donc moins de 24 heures. Et unité de lieu, toute la pièce doit se passer dans un seul endroit. On remarquera, notamment dans le Don Juan de Molière, que ces unités ne sont pas respectées. La tragédie classique doit également respecter des règles de bienséance. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La vraisemblance, tout d'abord. Tout doit être crédible. Tout ce qui se passe doit être crédible. Donc on va éliminer tout ce qui est science, tout ce qui est science-fiction. D'accord? La bienséance doit être respectée. On ne se bat pas sur scène. On agit de manière héroïque, de manière conforme à son rang. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les personnages, presque tous les personnages, sont de rang élevé. On ne fait pas jouer des paysans sur scène. Là encore, Molière, dans son Don Juan, ne respecte pas cette règle, puisque au cours de la pièce, on voit des paysans venir, notamment un qui sauve Don Juan de la noyade, et 2 jeunes paysannes dont Don Juan tombe amoureux et qu'il essaye de courtiser. Pierre Corneille. Donc il est considéré comme le père de la tragédie française, même s'il a commencé par écrire des comédies. Lui, il s'inspire des auteurs romains. D'accord? Donc, faites bien la différence. Corneille, Rome, et nous verrons tout à l'heure Grèce. Donc, Corneille, Rome. Le héros cornélien, c'est le Cid. D'accord? Donc, le célèbre militaire espagnol. Donc, à la différence des œuvres de Racine, les pièces s'achèvent généralement bien. C'est-à-dire que le héros ne meurt pas. Alors que chez Racine, le héros meurt systématiquement. D'accord? Et je vous rappelle donc, il faut bien faire la différence, Corneille, Rome, les héros ne meurent pas. Racine, Grèce, les héros meurent systématiquement. Et autre différence, Corneille, les héros ne meurent pas parce qu'ils prennent conscience de leur devoir vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de Dieu. Racine, les héros meurent parce qu'ils refusent de se conformer aux règles de bienséance et ils sont punis pour ce refus et ils meurent. D'accord? Donc ce sont les grandes différences
entre Corneille et Racine. Donc Racine, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc Racine, c'est la démocratie grecque. Et pour lui, la passion, ça implique destruction et mort, parce que la passion l'emporte systématiquement sur la réflexion. Corneille, les héros réfléchissent et se rendent compte de leur erreur et reviennent dans le droit chemin. Jean Racine, le héros, refuse d'entrer dans le droit chemin et meurt. L'histoire finit toujours mal. Ou c'est lui qui meurt, ou il tue tout le monde. Mais le héros, l'histoire finit systématiquement mal. Les pièces principales de Jean Racine sont Britannicus, Phèdre, Andromaque, Iphigénie. Rapidement, quelques autres styles littéraires du siècle. Le roman, le principal, c'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Les fables, bien entendu, avec Jean de La Fontaine. Et les maximes avec La Rochefoucauld ou La Bruyère. Donc voilà une présentation du XVIIe siècle littéraire et plus particulièrement du théâtre du XVIIe siècle. J'en ai fini. Merci. À bientôt.